Je pouvais être appelé n'importe quand. La personne au bout du fil pouvait me dire « Monsieur Lazar, il est 4h15 du matin, nous souhaitons que vous soyez à l'aéroport de McCarran pour 5h moins le quart. » L'avion décollait à telle ou telle heure, alors je me rendais là-bas, je me faisais enregistrer, je montais à bord et l'avion décollait pour Groom Lake. Alors que les employés de Groom Lake se dirigeaient vers leur voiture, nous avons tenté de pénétrer dans l'aérogare. Arrêtez-vous immédiatement. Pourriez-vous m'indiquer quelqu'un de la base qui pourrait me fournir des renseignements? Ok, voilà ce que je vais vous dire. Vous violez une propriété privée. Vous violez une propriété privée. Vous êtes de notre côté de la porte. Et je vous conseille maintenant de quitter les lieux immédiatement. Est-ce la propriété du gouvernement? Faites ce qu'on vous dit. C'est une propriété privée, vous la violez. Veuillez quitter les lieux. Est-ce la propriété du gouvernement ou est-ce juste privé? Pas de commentaires. Vous violez la loi. Ok. Qui essayez-vous d'embrouiller, mon gars? J'essaie juste de trouver... Vous me racontez des foutaises. Tirez-vous. Vous pourriez nous orienter vers quelqu'un pouvant nous donner des éclaircissements. Au revoir. Tandis que nous sommes expulsés de l'aéroport, un autre vol Jeannette décolle en direction de Groom Lake. Nos recherches nous ont appris qu'une société privée travaillait avec les militaires américains de la zone 51. Nous pensons qu'il s'agit de la société Projets Spéciaux EG&G. Elle travaille depuis les 50 dernières années sur des projets confidentiels et top secrets en collaboration avec le gouvernement américain, et l'on dit qu'elle est propriétaire des vols Janet qui emmènent les employés à la base et que c'est d'elle que proviennent l'appui technique et les dispositifs de sécurité nécessaires à la duplication d'engins extraterrestres. Je ne travaillais pas directement pour EG&G. J'ai simplement eu un entretien dans un de leurs locaux à l'aéroport McCarran. Peu de temps après, on me rappela pour ce nouveau travail à S4 et l'on m'expliqua que cela avait trait à une sorte de système de propulsion par induction. Et j'ai supposé qu'il s'agissait de travailler sur un genre d'avion d'avant-garde. Vraiment, j'étais enthousiasmé par cette situation. Vous devez quitter cette propriété privée. Alors je vous prie de cesser de filmer et de partir, s'il vous plaît. Avez-vous un rapport quelconque avec la base de Groom Lake? Je vous demande simplement de quitter cette propriété. Cette société a-t-elle un rapport avec les avions qui décollent de McCarran? Le G&G a été la principale société civile sous contrat avec Groom Lake, pratiquement dès le début. Ce sont des gens qui, comment dire, les militaires vont et viennent, d'autres sociétés sous contrat passent et s'en vont, mais le G&G est sous contrat depuis le tout début. Et donc si quelqu'un sait ce qui se passe, c'est le G&G. Mais ils ne disent rien. Nous avons téléphoné à l'EG&G pour essayer de clarifier leur rôle vis-à-vis de la base. Mais ils se sont contentés de confirmer que la société travaillait sur divers contrats confidentiels pour le ministère de la Défense en divers endroits reculés du Nevada. Ils refusent de s'étendre sur la nature exacte de leur travail, mais affirment que c'est en rapport avec la PEM, la propulsion électromagnétique. Si des engins extraterrestres ont été retrouvés et ensevelis profondément sous le désert du Nevada, alors le pouvoir de divulguer au public une telle information réside quelque part dans les couloirs de Washington. Comme me l'a dit une personne du renseignement, le problème n'est pas d'obtenir l'information, mais de diffuser la vérité. Observe-t-on des engins extraterrestres au-dessus de Groom Lake ou s'agit-il d'appareils fabriqués par l'homme? L'armée américaine aurait-elle développé une technologie permettant de construire des soucoupes volantes? Il y a beaucoup de choses qui tiennent debout dans ce phénomène OVNI, dans cette histoire d'intelligence extraterrestre. Il y a là quelque chose qui n'a rien de nouveau pour les militaires américains. Il existe des programmes sur lesquels ils travaillent actuellement qui sont en avance de 50 ans sur tout ce que vous et moi pourrions concevoir. Les équipes du projet noir œuvrent sans être surveillées par des commissions officielles, ou par le Congrès si vous préférez. Je trouve cela extrêmement angoissant, effrayant. C'est le pire scénario à la Big Brother qui soit. Tout est dirigé par les extraterrestres. Ils nous dépassent à un tel point en termes de technologie que je ne crois pas que nous ayons une seule chance. Je crois que nous n'avons pas encore levé un seul coin du voile au sujet de ce qui se passe ici en matière de soucoupe volante.
Il existe un certain nombre d'activités, certaines confidentielles, se déroulant dans ce qu'on appelle souvent le complexe de la zone d'essai de l'Air Force de Nellis. Cette zone d'essai est employée afin de tester divers systèmes et technologies, et pour la mise au point d'opérations indispensables à l'efficacité des forces militaires américaines et à la sécurité des États-Unis. Il y a un lieu de manœuvre près de Groom Dry Lake. Certaines activités et opérations spéciales réalisées sur la zone d'essai de Nellis, à la fois présentes et passées, demeurent confidentielles et ne peuvent être commentées. Je ne travaillais pas pour le gouvernement des États-Unis. Je travaillais pour un gouvernement satellite de ce pays. Pour ce qui est du Sénat, le seul qui s'intéressait à tout cela était Bob Dole. En ce qui concerne les présidents, les seuls que j'ai rencontrés dans les installations depuis les années 50 et 60 furent Nixon et Bush. Nous avons contacté l'ex-président Bush pour lui demander ce qu'il savait sur les engins extraterrestres retrouvés et sur les recherches menées dans la zone 51. Nous avons reçu une réponse par fax. Malheureusement, nous ne pouvons fournir une réponse aux questions que vous nous avez envoyées. La politique de longue date du président Bush est de ne pas commenter, de ne pas s'adonner à des spéculations portant sur de soi-disant programmes confidentiels de tel ou tel type. Un confident proche de George Bush, ainsi qu'un homme bien au fait de la zone 51, est l'amiral Bob Inman. Ses références sont impeccables. Il fut à la fois directeur du renseignement maritime et de l'Agence de la sécurité nationale, ainsi que directeur adjoint de l'Agence de renseignement de la défense et de la CIA. En 1989, lors d'une conversation téléphonique avec Bob Uxler, il fit allusion à des engins récupérés devenant disponibles pour la recherche. Envisagez-vous que certains des engins récupérés puissent jamais profiter à la recherche technologique, en dehors des cercles militaires? Là encore, sincèrement, je ne sais pas. Il y a environ 10 ans, la réponse aurait été non. Le climat et l'époque ne sont plus les mêmes, et il commence à être plus ouvert à cette idée. Il y a une possibilité. Il savait, d'un point de vue officiel, que ces engins, ces objets existaient, qu'ils étaient détenus par les militaires américains et qu'il existait des projets scientifiques en rapport avec ceux-ci. Je crois qu'il s'agit de la première révélation faite par quelqu'un d'aussi haut placé dans le gouvernement américain, tout spécialement au sein du renseignement, qui, de fait, reconnaît que nous sommes réellement impliqués, que les ovnis sont réels, qu'ils furent mis au point par une intelligence non humaine et que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes rentrés en possession de cette technologie. Inman ne révèle pas grand-chose. Il n'y a pas de référence, pas de mention d'ovnis, d'engins spatiaux, rien de ce genre. La conversation est centrée sur des engins récupérés, de la technologie et ainsi de suite. Mais l'amiral Inman était au courant du sujet et nous savons par son directeur adjoint, Tom King, qu'il n'était pas question de discuter publiquement de ces sujets. Des sujets dont s'entretenaient Uxler et Inman en raison des lois sur le secret national. Il a demandé que vous ne le citiez pas et que vous ne mentionniez en aucun cas son nom sans qu'il ait d'abord donné son assentiment. En 1982, Inman quitta l'administration gouvernementale pour devenir président de la Compagnie internationale d'applications scientifiques de San Diego. Chose intéressante, l'un des principaux secteurs de recherche de la compagnie touche au système de propulsion antigravitationnelle, la même méthode de propulsion employée pour les soucoupes volantes sur lesquelles travailla Bob Lazar à la zone 51. Le Jane's Defense Weekly, un périodique de vulgarisation sur les questions militaires ou liées à la défense, publia un article au sujet de cette compagnie. Il y a un post-scriptum à cet article qui dit que toute personne croyant que la science de l'antigravité est trop hermétique, trop ésotérique même pour l'US Air Force, devrait prendre en compte les études sur la propulsion électrique entreprises par la Compagnie internationale d'applications scientifiques pour le laboratoire Phillips.
Le premier objectif de cette étude était d'ébaucher des moyens matériels permettant de vérifier des théories portant sur le couplage par induction de forces électromagnétiques et gravitationnelles pour déterminer si elles pouvaient ou non s'appliquer à la propulsion aérospatiale. En termes plus simples, il s'intéressait à un système de propulsion antigravitationnel. Certains considèrent cela comme l'ultime saut quantique. Eh bien, c'est possible. Parce que